Bonjour à tous, bienvenue dans Filmos, votre nouveau podcast cinéma qui va essayer de vous faire découvrir les films qui sont sortis récemment au ciné puis vous donner l'envie d'aller un petit peu plus loin dans la filmographie du réalisateur ou de l'acteur principal. On va se retrouver, si tout va bien, ici une fois toutes les 2 semaines, en début de semaine. On aura choisi un film, on en discutera entre amis, rien de professionnel, juste des passionnés de cinéma qui vont essayer de vous donner envie d'y aller un petit peu plus souvent. Je suis ici entouré d'Ambroise. Salut Ambroise. Bonjour Jacques. Salut Camille. Salut Jacques. Donc on est tous les trois aujourd'hui réunis et pour cette première émission, on va vous parler de Mother, le film de Darren Aronofsky qui est sorti il y a maintenant 10 jours. Oui, c'est ça. Un film qu'on a choisi du coup récemment, on aurait pu voir plein d'autres films. Parmi eux, qu'est-ce que vous aviez envie de voir les gars ? Donc on aurait pu penser au Redoutable du coup. Vu que oui, alors je suis allé voir le Redoutable cette semaine, qui est intéressant, que j'ai trouvé plutôt bien. Mais après, on a trouvé ça plus intéressant de se concentrer sur Mother par rapport à Darren Aronofsky, qui est quand même un auteur assez reconnu. Oui, il a une vraie filmographie filmographie qui est intéressante en fait à analyser. Voilà, c'est ça. Je sais pas ce que t'en penses Ambroise. D'accord, parce que on en parlera plus tard. Vous mais vouliez pas du tout parler de Hazanavicius en fait, c'est ça ? Vous l'aimez pas du tout ? J'aime beaucoup la classe américaine, mais j'aime beaucoup le SS 117. Mais je pense que se concentrer sur Aronofsky pour une première émission, ça peut être très intéressant. Très bien. On aurait pu aussi aller voir 120 battements par minute, on aurait pu aller voir Wind River ces dernières semaines au ciné. Plein de bons films, mais on a préféré se concentrer sur Mother. Donc on va en parler tout de suite. Donc on va parler de Mother aujourd'hui. Mother pour la fiche technique, c'est un film donc qui est réalisé par Darren Aronofsky avec Javier Bardem, Jennifer Lawrence, Ed Harris, Michelle Pfeiffer, plein d'autres, beaucoup de figurants dans ce film comme vous allez le comprendre bientôt. On va essayer de vous résumer ça assez rapidement. Camille, est-ce que tu peux nous faire le pitch, s'il te plaît, du film ? Donc c'est d'abord un début de film assez étrange puisque donc c'est un couple assez névrosé. On a du mal à comprendre au départ vraiment de quoi il va s'agir en fait. Et donc lui, on ne connaît pas leur nom. Lui est un poète et auteur plutôt reconnu et elle est totalement dévouée à son mari et à sa maison. Globalement, elle fait la vaisselle, elle range et elle fait la cuisine pour son mari. Et un couple d'inconnus va arriver et va être le déclencheur d'une montée en puissance, d'une escalade et qui va finir de manière assez violente, voire en fait le plus violemment qu'on puisse imaginer. Ok, c'est à peu près ça. C'est un film vraiment à clé, assez cryptique. On reste sur du Darren Aronofsky. Je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire qu'on a été assez mitigés. Et Ambroise, est-ce que c'est peu dire. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu en as pensé ou pas, Ambroise ? Alors, t'as raison, il y a plusieurs façons d'interpréter le film. J'ai pu lire à droite à gauche toutes les interprétations qu'il peut en faire, vu que c'est un film qui reste assez cryptique, avec énormément de symboles, comme souvent chez Aronofsky. Et donc, sans spoiler, on peut dire qu'il y a énormément de symboles bibliques. C'est un film qui parle de la religion. C'est un film qui parle d'environnement aussi. Et moi, l'avis que j'en ai, c'est que je trouve que ce film est complètement raté. Je trouve ce film absolument, peut-être pas insupportable, mais difficile à voir. Je le trouve vraiment très long. Et beaucoup de gens m'ont dit qu'ils avaient aimé le premier tiers du film. Et que c'est surtout le dernier tiers qui pose problème. Moi, tous les tiers me posent problème, mais principalement le dernier. Et donc, je trouve que c'est vraiment... on atteint vraiment tous les mots du cinéma d'Aronofsky, qui sont l'abus de symboles. C'est du symbole pour du symbole. Et en fait, le problème, c'est qu'il dissémine plusieurs symboles à droite à gauche, mais on ne sait pas vraiment où est-ce qu'ils vont venir. Ouais. Alors, il faut savoir, avant de te donner la parole, Camille, que c'est un film qui est vraiment découpé en plusieurs parties. Au début, on a vraiment une histoire sur la relation donc entre Jennifer Lawrence et Javier Bardem, donc on ne connaît pas les noms dans le film. Et ensuite, il y a l'élément déclencheur vraiment qui arrive, et là, on entre dans une deuxième phase. On est d'abord sur un huis clos, quelque chose avec beaucoup de tension, on se demande où il veut nous emmener. Et après, il y a une troisième phase où là, ça part totalement n'importe comment. Camille, toi, ton ressenti sur ce film ? Je suis assez d'accord avec Ambroise. En fait, pour moi, le gros problème de ce film, c'est que il n'a pas les moyens de ses ambitions en fait. C'est un film à 60 millions. Mais 60 millions ? 60 millions, ouais. Ok. Mais la manière dont
puisque du coup il a une ambition énorme de décrire, faire une fresque de l'humanité dans une maison finalement, et à chaque instant on n'y croit pas, et plus il est ambitieux, moins on y croit, ce qui est quand même un problème quand on parle d'un film. Et je suis d'accord, le premier tiers moi me touchait beaucoup, l'aspect névrotique et paranoïaque d'un couple que petit à petit on essaye de comprendre, on rentre dans son intimité, et le fait de suivre Jennifer Lawrence constamment par derrière avec la caméra et de pouvoir être réellement dans son intimité et pouvoir percevoir ce qu'elle perçoit, je trouvais ça assez réussi. Mais ensuite on rentre dans du grotesque et c'est affligeant en fait. Moi je suis pas vraiment d'accord avec toi sur la première partie, moi je la trouve quand même hyper poussive. Je vois à peu près ce qu'il veut faire, ce qu'il veut mettre en place, créer cette tension, voir l'équilibre de ce couple qui est détruit au fur et à mesure. Mais en fait, il y a plein de choses dedans que j'ai trouvé mais complètement bêtes, quoi. C'est comme je l'ai dit, à un moment, il y a un couple qui arrive, qui se comporte extrêmement mal et qui crée le trouble au sein de ce couple. Et à un moment, il casse quelque chose, je spoile pas, hein, mais il casse quelque chose. On spoilera plus tard, très bien. Il casse quelque chose dans la maison, et du coup, Jennifer Lawrence est hyper énervée et elle demande aux deux de partir. Et eux, ils ont une chambre d'amis, et quand elle arrive dans la chambre d'amis, alors que Jennifer Lawrence, très colérique, leur avait dit de s'en aller, les deux sont en train de coucher ensemble assez violemment dans la chambre. Et en fait, c'est que des trucs comme ça, c'est que des trucs où en fait les gens se comportent de manière absurde, et c'est censé créer un cryptique, c'est censé créer une tension, mais je trouve ça en fait complètement raté, je trouve pas ça intéressant. Et encore, ça c'est la meilleure partie du film, mais après ça part vraiment dans quelque chose mais totalement inattendu, mais de détestable en fait, je trouve. Mais la première partie, en fait, celle que tu décris comme poussive, en fait, pour moi, on est vraiment sur du Aronofsky classique, c'est-à-dire assez peu de personnages. Ce qui est pas bon signe. Non, ce qui est pas bon signe, mais c'est du mauvais Aronofsky, en fait. C'est-à-dire un grand amoureux d'Aronofsky, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a assez peu de personnages, on n'est pas loin de la maladie mentale toujours, etc. Et sauf qu'en fait, là, il n'arrive pas à poser ses personnages dès le départ, on ne sait pas où est-ce qu'il veut en venir, on sent qu'il n'y a pas de but, il n'y a pas de... Là où dans tous ces autres grands films, c'est pareil, on est toujours sur 3-4 grands personnages, quelqu'un qui est très très dérangé, qui se dégrade peu à peu, etc. Mais sauf qu'on sait qu'il y a toujours un but. Par exemple, le Requiem for a Dream, on y viendra après, on en parlera après, on sait vers quoi ça va tendre. Black Swan, on connaît l'issue du film. Mais totalement. Et c'est ça qui est c'est ça en fait que je trouvais intéressant dans la première partie, c'est qu'en fait, on a l'impression que l'histoire explose et qu'on a... énormément de petits indices, de petits éléments, et on croit à chaque fois avoir des interprétations qui sont justes, mais le problème c'est que les interprétations qu'on avait, qui pour moi semblaient les plus intéressantes, se trouvent être totalement fausses et être grandies et explosées plus tard par un dénouement qui est, je pense, le plus improbable que j'ai vu dans un film de ma vie, je pense. C'est vrai qu'il n'y avait pas besoin de rajouter ça, forcément. Mais en fait, je comprends ce que tu veux dire sur la première partie, mais en fait, j'aurais pardonné cette première partie poussive si ça avait abouti sur quelque chose d'intéressant. Bien sûr. Mais en fait, ça aboutit sur quelque chose de... C'est le contraire d'intéressant, c'est quelque chose de totalement bête, quoi. Enfin, c'est ça, c'est qu'en fait, cette première partie poussive, on peut la comprendre si jamais la suite est à la hauteur des attentes que ça crée. Mais en fait, les attentes que tu crées, à la fin, c'est nul. Il répond à rien du tout. Il ne nous emmène pas vers là où on espérait. Et on espérait arriver sur un thriller très psychologique, avec encore une fois une transformation et quelque chose d'assez classique et qui aurait pu être réussi. Et finalement, il espère en faire quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus grand. Il lance des pistes, comme tu l'as dit, Ambroise, vers la symbolique biblique, vers la symbolique écologique, vers Mère Nature, etc. Tout ça, il y a trop de symboles. Il ne donne absolument aucune clé. Plus certains symboles qui n'apparaissent qu'une seule fois et on n'y revient jamais, etc. Et ensuite, c'est au téléspectateur de se débrouiller. Donc assez compliqué de décrypter ce film, de le comprendre, de l'interpréter. Beaucoup d'interprétations différentes, mais finalement trop compliquées les unes avec les autres et aucune n'est... Moi j'ai ma théorie là-dessus. Je pense que, en fait, le problème c'est Aronofsky a écrit du coup le scénario et il a dit je l'ai écrit en 5 jours, un peu comme... en fait, un lui, peu comme Dieu a créé. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu Dieu, Aronofsky, en fait. Je pense que dans sa tête, en tout cas, c'est Dieu, parce que c'est un mec qui est extrêmement orgueilleux, extrêmement fier de lui. Et j'avais lu une interview de lui où en fait, il dit qu'il y a un message écologique dans ce film, c'était quelque chose d'important. Et pour lui, c'est un cri d'alarme pour la planète Terre. Donc c'est dire que le mec, il se prend pour
Enfin, je sais pas pour qui il se prend, mais il s'aime beaucoup. Puis en plus, voilà, Jennifer Lawrence, c'est sa meuf. Et du coup, c'est la muse de l'artiste. Donc il y a une espèce de mise en abîme par rapport à lui. En fait, lui, c'est Javier Bardem. Puis Javier Bardem, en fait, c'est censé être Dieu le Père dans le film. Donc il y a quelque chose même d'assez malsain et ce qui confirme la vision que je trouve, la vision que j'ai du film, que je trouve vraiment bête, quoi. Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis par rapport à Aronofsky et la vision très étrange qu'il a de la muse, etc. Parce qu'il sort souvent avec ses actrices. Et par exemple, on le voit, le personnage de Vincent Cassel dans Black Swan, encore une fois, on y reviendra après, mais c'est pareil aussi, il se représente aussi beaucoup dans le personnage de Vincent Cassel, qui veut toujours choper sa muse, etc. Mais de toute façon, dans l'intégralité de la filmo d'Aronofsky, t'as ça, que soit dans The Fountain, que soit dans Black Swan, et du coup, à nouveau là, dans Mother, il y a toujours la quête de l'universel par l'intime, mais sauf que là où parfois c'est intelligent, là ça devient totalement illisible et voire pédant par moment. C'est prétentieux. Les messages n'ont plus aucune valeur en fait. Ouais, je suis d'accord. C'est quand même un vrai problème. Et par rapport aux acteurs, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi j'aime beaucoup le casting, j'aime beaucoup Jennifer Lawrence, pas forcément dans Hunger Games mais plus dans les films de David O. Russell comme American Bluff ou même Joy qui est sorti récemment où je trouve que vraiment elle est incroyable dedans, c'est un super film. Javier Bardem j'aime beaucoup aussi, Ed Harris, Michelle Pfeiffer, c'est tous des acteurs pour qui j'ai beaucoup d'estime, mais en fait il en fait rien quoi, il en fait rien du tout quoi. Je comprends pas l'intérêt d'avoir, et souvent dans ces films il y a des bons castings chez Aronofsky, il y a souvent des bons acteurs au-delà du fait qu'il fasse tourner ses copines. Oui, et même dans ses premiers films. Même dans ses premiers films. Ses premiers films, c'est des bons acteurs et assez étonnant pour un nouveau. C'est ça. Et du coup là, en fait, c'est qu'il a un bon casting, mais il en fait rien du tout quoi. Enfin, Javier Bardem, il fait rien. Jennifer Lawrence, je trouve qu'elle a deux expressions vraiment dans le film. Elle a toujours l'air étonnée, elle comprend pas ce qui se passe ou elle est choquée de ce qui vient de se passer. Mais voilà, enfin, on parlait d'elle pour l'Oscar, c'est une énorme blague. Et puis Ed Harris et Michelle Pfeiffer. C'est des bons acteurs, mais au final ils ont des rôles assez étranges et on les voit pas tant que ça à la fin, alors que je pensais que justement ils resteraient tout le long du film. Mais bref, enfin, de toute façon, moi je considère ce film comme une énorme déception et la confirmation de ce que j'avais déjà en tête, que Darren Aronofsky c'est un bon réalisateur et en plus quelqu'un d'hyper orgueilleux qui se laisse bouffer par ses films. Toi, Camille, t'as pas trop aimé Javier Bardem, je sais, dans ce film ? Non, j'ai pas beaucoup aimé Javier Bardem. Et ce qui m'étonne en fait dans tous les personnages, c'est qu'ils sont totalement monolithiques en fait. Je veux dire, il n'y a aucune complexité, il n'y a aucun un aspect des personnages qui changent, qui évoluent. Les personnages sont en fait les mêmes du début à la fin. Et du coup. Bardem, je l'ai absolument détesté. C'est un stéréotype de l'artiste torturé, maudit, qui a du mal à créer, qui ne peut créer que dans la souffrance des autres, etc. Et qui est au final assez ridicule. Et le moment le plus ridicule étant le moment où il a l'épiphanie et où il se met à écrire nu dans son salon. Une espèce de table de la loi. C'est possible. Et par contre, contrairement à toi, j'ai bien aimé Lawrence parce que je trouvais que c'était la seule qui apportait une certaine sensibilité. En même temps, elle est en gros plan pendant les 3/4 du film, donc si t'avais pas aimé ça aurait dû rendre le film encore plus insupportable. Non, c'est sûr, je pense ce qui était ton cas. Ok, bon les gars, un mot pour conclure et pour qualifier ce film, pour terminer. Ambroise. Tu veux la version polie ou... Je t'ai demandé un mot, Ambroise. Nul. Ok, Camille. Décevant. Ok, bon, écoutez, très bien, ce sera tout pour Mother aujourd'hui. On va passer tout de suite à la filmographie de Darren Aronofsky. Maintenant, on va parler de Black Swan. Black Swan, qui est donc un film qui est sorti en 2010, toujours de Darren Aronofsky, avec notamment Nathalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel, gros film, gros budget aussi à l'époque. Ça avait fait pas mal de bruit, c'est sans doute son plus connu des dernières années. Il a fait depuis aussi Noé, mais bon, on va passer outre et personne ne se l'est infligé ici autour de cette table, donc on va passer vite fait dessus. Black Swan, c'est fondamentalement l'histoire d'une jeune danseuse étoile à New York, incarnée par Nathalie Portman, qui est choisie pour incarner le cygne blanc et le cygne noir dans Le Lac des Cygnes, le célèbre ballet.
Et finalement, c'est un peu son apprentissage. Comment est-ce qu'elle passe à l'âge adulte? Comment est-ce qu'elle se défait de l'emprise de sa mère? Comment est-ce qu'elle découvre la sexualité? Et comment est-ce qu'elle laisse finalement parler complètement son côté obscur? Un film qui avait été pas mal récompensé, si je me souviens bien, Oscar de la meilleure actrice pour Oscar de la meilleure actrice pour Portman. Un film pareil sur lequel on était mitigé. Est-ce que Camille, tu peux nous en parler un petit peu de ton ressenti par rapport à ce film, par rapport à Black Swan? Est-ce que tu l'avais aimé? Pas trop? Moi j'avais beaucoup aimé à l'époque, mais c'est vrai que d'après vos retours, si je le regardais aujourd'hui, j'aurais peut-être un avis différent, mais moi je l'avais beaucoup aimé et particulièrement du coup grâce au jeu d'actrice de Portman qui je trouvais assez juste dans sa manière de montrer comment sa psychose interne intervient sur le réel en fait et devient réel. Par contre, je l'avais trouvé assez décevant dans la manière dont, mais c'est toujours Aronofsky en fait, dans la manière dont Aronofsky ne laisse aucun doute sur la nature de ce qui est vrai ou pas en fait. Et constamment il va montrer que tout ce que Portman voit, pense, etc. est faux. Puisque du coup on a la preuve constamment et donc en fait il a un regard objectif sur une situation qui ne l'est pas et ça rend le film moins intéressant en fait que ce qu'il aurait pu être. En tout cas c'est un film qui est beaucoup plus abordable que Mother dont on vient de parler. Il y a moins de clés, il y a moins d'interprétations différentes, mais ça le rend pas pour moi moins intéressant quand même. Ambroise, t'en penses quoi toi? J'ai été très négatif sur Mother, je vais sûrement être très négatif sur celui-là, même si je considère que c'est quand même un bien meilleur film que Mother. Moi je vois quand même beaucoup non peut-être pas, mais je vois quelques qualités à ce film. Je vois que les scènes de danse sont quand même bien faites, je vois que le casting est encore très bon, mais en fait le gros problème que j'ai sur le film c'est le thème abordé et les personnages. En fait, le thème. Qu'est-ce que tu mets derrière? En fait, le thème abordé, c'est, il y a plusieurs thèmes abordés. Il y a le thème du double maléfique, il y a le thème de la quête de perfection, il y a le thème du passage à l'âge adulte, et ce qui sont des thèmes très intéressants et ça aurait pu être vraiment très riche. Mais le problème, en fait, c'est que Aronofsky, il le traite de façon mais hyper lourde. Il est toujours obligé d'ajouter de la symbolique, mais en fait, t'as l'impression qu'il met des coups de truelle sur le truc, alors que ça aurait pu être beaucoup plus épuré, beaucoup mieux. Et l'un des gros problèmes que j'ai avec le film, c'est par rapport aux personnages, c'est qu'en fait il y a 4 personnages. Il y a Cassel, qui est du coup le directeur un peu pervers et colérique. Il y a la mère, qui est folle, invasive et flippante. Comme souvent Aronofsky. C'est vrai qu'il a eu des problèmes avec sa mère, ce garçon. Il y a Mila Kunis, qui est la fille extravertie et sympa, et du coup il y a le personnage de Natalie Portman. Le truc, c'est que parmi ces personnages, il n'y en a aucun qui évolue. Ils restent tous de la même façon de la première à la dernière minute. Donc du coup, en fait, c'est un pari par rapport au fait Natalie Portman, elle évolue quand même vachement. Oui, justement, c'est ça. C'est qu'en fait, le pari, c'est de dire, il y a un seul personnage qui évolue avec cet environnement autour de lui. Et en fait, là où je trouve le film un peu teubé, c'est que en fait l'évolution c'est quoi? C'est qu'en fait elle découvre son double maléfique. Sauf qu'elle découvre son double maléfique, ça se matérialise comment concrètement dans le film? C'est que elle commence à se masturber, elle va en boîte, elle dit merde à sa mère et elle prend de la drogue. En fait c'est une crise d'ado qu'elle fait. Mais je trouve que le côté du double maléfique ça aurait pu être mais 10 fois plus intéressant que ça. Ça je trouve que c'est une vision neuneu en fait. Mais moi je trouve ce que tu dis est intéressant parce que pour moi le thème principal du film c'est le passage à l'âge adulte comme tu l'as dit. Et en fait c'est pas tant le double maléfique, pour moi le film n'existe pas, c'est pas un double maléfique, pour moi c'est l'adulte. C'est l'adulte en tant que tel, c'est le double maléfique, c'est ce qui te fait disparaître ce que tu étais enfant, un petit peu candide, etc. Et forcément en devenant adulte, tu deviens forcément maléfique. Et ça s'exprime forcément par des choses aussi simples et bêtes que le sexe, que la perte de contrôle, et d'autant plus. C'est sûr, je suis totalement d'accord avec toi. Il travaille à la truelle, il n'y a aucune subtilité, mais jamais, mais dans aucun de ses films n'est subtil. Si dans Requiem for a Dream, je suis pas d'accord, c'est justement le film le plus épuré. Ouais, je trouve. Même s'il y a des effets de style un peu lourds. Épuré, je trouve justement absolument pas. On en parlera plus tard. Je trouve ça très lourd aussi. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est d'ailleurs qu'on en parle tout de suite de Requiem for a Dream, parce que vous avez l'air bien chaud. Ambroise, tu nous fais le pitch?
Oui, alors Requiem for a Dream, c'est un film qui est sorti en 2000, c'est le deuxième film de Darren Aronofsky après Pi. Ouais. Et du coup, ça raconte le quotidien de 3 drogués, 2 garçons et une fille. Et Je me rappelle, joué par qui? alors, si je me rappelle bien, il y a l'un des frères Wayans, il y a Jennifer Connelly, il y a Jared Leto, évidemment. Et j'ai le nom de la mère, Ellen Burstyn, qui est incroyable dans le film. Et qui joue dans beaucoup de ses films. Ouais, c'est vrai, on la retrouve dans The Fountain. Et elle joue aussi la mère dans L'Exorciste. D'accord. Eh bien, moi, c'est de loin mon film préféré d'Aronofsky. Parce que je trouve qu'en fait, je l'avais vu très jeune, je l'avais vu à l'âge de 11 ans, ça m'avait pas mal traumatisé d'ailleurs. Je l'ai revu ensuite quand j'étais adolescent. Et je l'ai revu récemment du coup pour préparer cette émission. Et en fait, je trouve que c'est l'un de ces films. Bon, il y a encore des effets de style un peu lourdingues, tous les trucs à chaque fois qu'ils se droguent qui sont assez bizarres. Je dis pas que c'est un grand film, c'est pas le cas. Mais je trouve que c'est un film où il se dégage vraiment une vraie sincérité, qui est le mieux réalisé, avec peut-être les meilleurs acteurs. C'est peut-être la fois où il utilise le mieux possible son casting, et surtout Ellen Burstyn dans le rôle de la mère qui vit seule, qui est franchement, elle est bouleversante. Et j'aime beaucoup aussi la structure du film, ce qui est pour moi l'un des gros points forts, c'est que ça commence, en fait c'est en 3 tiers. Le premier tiers, c'est un premier tiers hyper lumineux, où ils sont tous heureux, où ils sont tous épanouis par rapport à ce qui va leur arriver. Un deuxième tiers où tout se casse un peu la gueule, mais il y a encore cet espoir que les choses vont se rétablir et qu'ils vont réussir à atteindre les objectifs qui étaient entrevus dans le premier tiers. Et un troisième tiers totalement ténébreux et totalement traumatisant. Et un peu en fait comme la prise de drogue, où au début on est euphorique et puis ensuite la redescente est extrêmement dure. Et c'est pour ça que pour toutes ces raisons, j'aime beaucoup ce film. Et en fait, juste un dernier mot par rapport à ça, c'est que c'était le deuxième film d'Aronofsky et on voyait déjà les défauts de la symbolique lourde. Et en fait, on pouvait imaginer à ce moment-là que Aronofsky allait s'améliorer au fur et à mesure, qu'il allait abandonner la symbolique lourde. Et à ce moment-là, on pouvait croire qu'on allait avoir affaire à un très grand réalisateur, un très grand auteur. Le problème, c'est qu'en fait, ces défauts, ils l'ont rongé. Et tout au long de sa filmographie, que ce soit dans The Fountain, Wrestler, Black Swan ou dernièrement sur Mother, et ben en fait, j'ai l'impression que c'est de pire en pire à chaque fois. Camille sur Requiem for a Dream? Mais je suis d'accord. Je dirais aussi que c'est le film de lui que je préfère. Et comme toi, je suis d'accord. On sent en fait une vraie authenticité, une vraie sincérité dans le film. On sent que c'est un thème qui tient à cœur. Très clairement. Et ce thème de l'addiction, du coup, qui est exploré sous toutes ses facettes, que ce soit l'addiction au fait de consommer ou du coup l'addiction aux substances. Il y a aussi la télé, la bouffe, ça parle de toutes les formes d'addiction. C'est ça. Et qu'à mon avis, là en plus, il pointe un aspect assez essentiel de la manière dont on peut interpréter le monde aujourd'hui. Mais après, je trouvais justement dans la mise en scène et dans la manière de filmer, c'est assez lourd avec... je me souviens bien, beaucoup d'effets visuels et qui participent à cette ambiance pesante et étouffante. Mais je trouve que c'est justifié justement. Par rapport aux autres films où je trouve pas ça justifié. C'est sûr que c'est justifié et beaucoup plus que le kitschissime The Fountain qui est une aberration visuelle. Du coup, pour vous les gars, c'est Darren Aronofsky, c'est un gâchis total sur tout le cours de sa carrière. C'est-à-dire que si je vous écoute bien, c'est un mec qui partait très très haut avec Requiem for a Dream en 2000. Deuxième film incroyable. Je suis pas fan, mais ça a eu son petit effet à l'époque. Et pour vous, il n'a fait que régresser au cours de ces dernières années. C'est pas tant régresser, c'est qu'à mon avis, il a toujours eu les mêmes ambitions et la même vision, puisque c'est exactement les mêmes thèmes qui va transparaître dans l'intégralité à sa filmo, mais avec les budgets, avec les nouveaux acteurs, etc., il peut se permettre des choses toujours plus ambitieuses, mais que pour moi ces talents de cinéaste ne suivent absolument pas en fait, et que le pire, et c'est toujours ça le pire, il se pense subtil alors qu'il ne l'est absolument pas à aucun moment. Mais en fait, c'est peut-être ce qui fait que Mother est un film raté, c'est que c'est le film le plus personnel d'Aronofsky, parce qu'il l'a scénarisé, il l'a réalisé, on sent qu'il y a mis toutes ces thématiques qu'il développe déjà depuis 15 ans. Et c'est en ça que c'est raté, parce que le mec a été trop loin alors qu'il allait déjà trop loin dans ses films avant. C'est ça, mais ça se voit qu'il a envie d'en faire sa grande œuvre et c'est assez raté ça. Moi j'ai ma théorie, moi je pense que en fait c'est comme beaucoup de réalisateurs, comme De Palma à l'époque, comme plus dernièrement Nicolas Winding Refn,
c'est un mec qui s'est fait bouffer par son ego en fait. Ouais. Je pense qu'au début de sa carrière, c'était peut-être quelqu'un d'intègre qui avait des vraies envies de cinéma, de faire quelque chose d'intéressant, de pur et tout ça, et qui au fur et à mesure, quand il a commencé à devenir un peu hype et qui s'est rendu compte que parce que Aronofsky, moi j'aime pas sa filmographie, mais en termes de critique, tous ses films, Mother c'est un peu plus mitigé, mais la plupart de ses films, c'est souvent un consensus pour dire que c'est incroyable. T'es pas Noé. Pas Noé et pas de Fontaine qui avait été un échec c'était cuisant, mitigé. The Fountain c'était mitigé, mais quand tu vois les critiques sur The Wrestler, sur Black Swan, sur Requiem for a Dream, sur tous ces trucs là où vraiment, mais tout le monde crie au chef-d'œuvre. Black Swan, j'ai quand même lu que c'était l'un des thrillers éternels du cinéma. Faut quand même se détendre un peu quand on sait ce qui a été fait par Friedkin ou De Palma à cette époque-là, où là on peut vraiment parler de trucs qui ont marqué. Black Swan, ça fait quoi maintenant? Ça fait 7 ans qu'il est sorti. Je crois pas qu'il ait eu un impact réel. Black Swan restera pas comme le grand film de Darren Aronofsky, ça restera. Mais pourtant à l'époque on le présentait comme tel. Ça restera quand comme le grand sorti, film. Tout le monde a dit c'était un très grand film de Darren Aronofsky. Non mais voilà, moi je pense qu'il s'est fait bouffer par son ego et voilà, après avoir revu sa filmographie, des films que j'avais déjà vus, des films que j'ai découverts, moi personnellement pour la suite ça me donne pas envie, enfin ses futurs projets je vais pas forcément les suivre avec grande attention et puis on ira voir autre chose, c'est pas grave. Et toi Camille, pour finir, Darren Aronofsky, un avis général? Du coup, moi au contraire je suis pas sûr que ce soit l'ego, mais je pense, c'est ce que je disais, qui fait partie de ces cinéastes qui ont toujours envie de raconter un universel avec de l'intime, et que autant pour certains ça marche très bien, comme Babel de Inarritu, autant Inarritu a des problèmes un peu similaires. Autant plus tard. C'est ça, mais il a des problèmes similaires, mais justement il fait partie pour moi de cette classe d'acteurs, de réalisateurs qui cherchent toujours à l'acceptation la plus universelle. Et ce qui fait qu'à mon avis il est salué par la critique, mais ce qui rend pas mal de ces films totalement imbitables, et pour certains très ratés. Ouais. Bon, et écoutez, ce sera le mot de la fin. Vous l'avez compris, la filmographie d'Aronofsky, imbitable en partie, comme Mother, dont on a parlé aujourd'hui. C'était Filmos, c'était le premier épisode de Filmos. On revient dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on va parler du nouveau Blade Runner. Et oui, on a décidé de faire sur le gros blockbuster la prochaine fois. Et ce sera l'occasion aussi de vous parler un petit peu de la filmographie d'Harrison Ford, et notamment comment est-ce que Harrison Ford n'est jamais devenu le grand acteur qu'il aurait dû être. Voilà, à bientôt.